Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République en visite de travail et de fraternité en Égypte et d'État dans le sultanat d'Oman aujourd'hui même. Première sortie à l'étranger de Abdelmadjid Tebboune depuis sa réélection pour un deuxième mandat présidentiel dicté par les événements dangereux qui agitent la région et menacent d'embraser l'ensemble de la nation arabo-musulmane en cas d'échec définitif, bien sûr, de la diplomatie internationale. Le chef de l'État veut ainsi œuvrer à unifier la position et les rangs arabes en faveur de la paix. Des dossiers politiques brûlants ont été abordés, tels que le génocide à Gaza, l'agression contre le Liban par l'entité sioniste, ainsi que les crises sécuritaires et institutionnelles en Libye et au Soudan. Le président de la République, qui a martelé d'ailleurs à chaque occasion les fondements de la diplomatie algérienne, le soutien aux causes justes et le rejet de l'ingérence dans les affaires des États souverains. Avec l'Égypte et Oman, l'Algérie jouit de bonnes relations historiques et politiques. Après ces deux visites présidentielles, on sait qu'Alger compte désormais développer davantage les liens économiques plus denses à travers notamment l'exploitation de possibilités d'investissement prometteuses dans divers domaines avec ces deux pays. Pour en parler, nos invités sur le plateau, Tariq Hafid, journaliste spécialiste des questions internationales. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Avec nous également, Douane Khelnif, vous êtes politologue, merci également d'être parmi nous. Bonsoir. Et Kamal Mansari, directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant et consultant de Canal Algérie pour les questions internationales. Bonsoir Kamal. Bonsoir. Alors, je vous poserai la question à tous. En premier lieu, ces deux visites, les premières, je le disais, du deuxième mandat présidentiel de Abdelmadjid Tebboune. Qu'est-ce que ces premières destinations nous disent, Douane Khelnif, sur les priorités de l'agenda présidentiel du chef de l'État concernant tout simplement la diplomatie algérienne? C'est la deuxième tranche d'une stratégie diplomatique dans une conjoncture géopolitique, géostratégique, géoéconomique très tendue, très variable, et qui tend vers des tensions, surtout au Moyen-Orient, avec ce qui se passe, avec la cause palestinienne, les frappes sur le Liban, le Soudan, la Libye, et donc la diplomatie algérienne à travers Monsieur le Président de la République part en avant, en projection de ce qui pourrait se passer dans un futur très proche et dont on a averti, l'Algérie a averti pendant la réunion du 1er novembre 2022 du comité des États arabes Jamiat Dawal Arabiya sur les tensions, les conflits, les répercussions sur les sociétés arabes, sur l'économie, sur l'inflation et sur un embrasement planifié par une joint venture sioniste américaine pour changer la carte. L'Europe y est aussi. Oui, et l'Europe pour changer et redessiner la carte politique et frontalière du Moyen-Orient, du Grand Maghreb et de l'Afrique. Sur cette même question. Déjà, le message il est très fort envers l'Égypte, c'est-à-dire que le président accorde sa première visite, sa première sortie à l'étranger à un pays quand même qui est important même dans l'histoire. On parle de l'Égypte et d'Oman. Oui, mais déjà l'Égypte, c'est-à-dire que c'est quand même un message fort et le président même rappelé, c'est-à-dire les liens historiques qu'ont entretenu l'Égypte avec c'est-à-dire avec le FLN historique. On va y revenir, Tariq Hafid. Je voudrais qu'on parle de manière un peu générale parce qu'on va préciser par la suite. De manière générale, effectivement, je pense que le principal sujet, c'est la Palestine, c'est la situation en Palestine. Et je pense que le président a eu l'occasion, je le dis comme ça, mais de parler d'une initiative algérienne qui a été très importante. C'était justement durant le sommet d'Alger de la Ligue arabe, c'était le fait de pouvoir rassembler toutes les factions palestiniennes. Et je pense qu'il y a certains pays arabes, et il me semble aussi l'Égypte, qui n'a pas jouer le jeu. Je pense que c'est aussi l'occasion de leur dire... De rallier la position égyptienne. Bien sûr, de dire que, voilà, il est pas uniquement important, sur Gaza, sur la totalité de la Palestine. Non, je parle aussi des dossiers régionaux comme la Libye,
Bien sûr, il y a la Libye, le Soudan, il y a la Libye. Ce qui touche, c'est un pays c'est-à-dire que nous partageons. Oui. Nous partageons les mêmes frontières de ce pays avec l'Égypte. Et les répercussions sont aussi importantes pour l'Algérie que pour... Et le Soudan aussi. Kamel Mansaleh, sur cette même question, mais aussi le fait que la nation arabe n'a jamais paru aussi divisée depuis, on va dire, le 7 octobre, depuis le déluge d'Al-Aqsa. Certains États ont même du mal à dénoncer les crimes abominables des sionistes à Gaza et au Liban. Aujourd'hui, le président de la République a même parlé de certaines parties ayant des calculs et des agendas malveillants dans la région. D'abord, pour répondre à votre question que vous avez posé nos collègues, donc il y a quoi? Il y a dans le dossier qu'il a emmené avec lui, il y a le bilatéral, donc les intérêts, c'est-à-dire tout ce qui est économique. Relations. Économique et puis relationnel, parce qu'à travers l'économie, on fait de la politique. Bon, ça c'est d'un côté. De l'autre, il y a les dossiers pressants. Donc on ne peut pas aller dans une région aussi importante que le Proche-Orient ou bien le Golfe sans évoquer et sans justement discuter de la question palestinienne qui devient une question nationale, notamment pour la diplomatie algérienne. Donc c'est un cheval de bataille de l'Algérie, mais il faut rappeler que même s'il est parti en Égypte, il renvoie là-bas à Sisi qui a été le premier à venir en Algérie en 2014 après son élection. Donc il y a un message fort. Donc on renvoie le même attitude, le même message et comment dirais-je, message politique. Et il y a aussi les investissements. Donc on est en train d'essayer de sortir d'abord du joug ou bien de notre relation avec l'Union européenne, parce que nous sommes en pleine négociation avec l'Union européenne, on va revoir l'accord, donc il faut aller chercher d'autres sources, diversifier les partenaires. Donc revenir à l'Égypte, qui est d'abord un pays fort, qui a accompagné l'Algérie au sein de l'initiative du NEPAD. Lui, on se rappelle de l'initiative économique du NEPAD, à laquelle étaient associés l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie, l'Égypte. Nous étions les initiateurs de cette qui est toujours en vigueur, mais qui a besoin probablement d'être revigorée. En même temps, bien sûr, les questions politiques et diplomatiques sont sur la table. La question palestinienne, on a vu lors de la conférence de presse comment la question a été abordée. Donc il faut trouver une solution à ce drame qui perdure depuis plus d'une année et qui nécessite justement une action, notamment sur le plan humanitaire. C'est pour ça que le président de la République a parlé du fait qu'il faut encore une fois rouvrir les passages de Rafah pour pouvoir acheminer, on va préciser acheminer les aides. Donc il y a plusieurs sujets à la fois dans cette visite à l'Égypte, en commençant par l'Égypte. Et pour Oman? Oman, c'est un pays qui est très important. D'abord, il faut rappeler que la dernière visite des chefs d'État algériens remonte à 1990, chez les Benchti, donc plus jamais. Qu'est-ce que ça nous dit alors des relations algéro-omanaises? Non mais attention, mais il y a eu des préalables. Ils ont commencé par réactiver la commission en 2020, puis 2023. Donc il y a eu la création du Conseil des affaires algéro-omanais. Et bien sûr, donc les investissements, les échanges commerciaux montent crescendo. Donc nous sommes vers, comme je vous l'ai dit, on cherche des partenaires pour justement, parce que le deuxième mandat de Tebboune est un mandat économique. Donc il faut aller chercher là où on peut ramener des investissements et créer du partenariat et créer de la plus-value économique. Donc il y a beaucoup de secteurs, peut-être qu'on en parlera plus en détail, qui sont ciblés justement, que ce soit avec les Égyptiens ou avec les Omanais. Il faut rappeler que Oman est un pays ancien, donc il y a des relations un rôle très important dans la région. Ça a toujours été un médiateur silencieux et qui a toujours été, même au sein du CCG, le Conseil de coopération du Golfe, il y a eu des crises, rappelons celle du Qatar avec les autres pays, c'est lui qui a été le pompier. Donc il a réglé cette question, notamment en 2012 et en 2017. Donc on voit que c'est un pays important qui peut jouer même sur le plan diplomatique sur la question palestinienne et sur la question de l'unification des rangs arabes. D'où donc la visite du président de la République dans ces deux pays. On va regarder un petit résumé justement de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Égypte, et le résumé est signé Mariam Damis. La visite du président Abdelmadjid Tebboune en Égypte revêt une importance majeure, reflétant le poids diplomatique de deux nations influentes, tant au niveau arabe qu'africain et international. Cette visite s'inscrit dans une dynamique visant à renforcer les liens d'amitié et à consolider les relations fraternelles entre l'Algérie et l'Égypte, avec des objectifs stratégiques d'une portée significative pour les deux pays.
L'accueil officiel qui a été réservé au président de la République à son arrivée à l'aéroport international du Caire par son frère, le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, et au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya ont reflété la grande considération réservée par l'Égypte au président de la République, la solidité des relations entre les deux peuples frères et la relation exceptionnelle qui lie les deux dirigeants. Les entretiens en tête-à-tête tenus entre les deux présidents, élargis par la suite aux délégations de haut niveau des deux pays, ont été l'occasion de passer en revue et d'évaluer les relations bilatérales et d'explorer les voies et moyens de les renforcer à l'avenir. Ils ont également promis d'aborder plusieurs questions prévalant sur la scène arabe et d'autres questions régionales et internationales d'intérêt commun. Lors du point de presse conjoint, les deux présidents ont exprimé une pleine concordance de vues sur plusieurs sujets clés, notamment l'arrêt du génocide perpétré par l'entité sioniste à Gaza, l'acheminement des aides humanitaires, le renforcement du processus politique en Libye et le soutien au cessez-le-feu au Soudan. توقيف الإبادة صريحة في الله. فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير. الحل الجذري هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. Ils ont également adopté une position commune contre les attaques sionistes au Liban, mettant en garde contre les dangers d'une escalade du conflit dans toute la région. أيضا خلال مباحثاتنا تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة وقد إيه المخاطر الشديدة اللي موجودة واللي بتتعرض لها المنطقة بدءا من الحرب في غزة وتطورات الأوضاع والحرب في لبنان ثم الأوضاع في ليبيا والسودان والتوافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة. Dans une démarche soulignant l'importance de la coopération économique, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu l'homme d'affaires égyptien Ahmed Sadek Souidi, propriétaire de la plus grande entreprise égyptienne spécialisée dans le domaine de l'électricité. Cette rencontre s'inscrit dans l'objectif de faire de la collaboration économique un axe central des relations bilatérales. Cette visite a mis en lumière les ambitions partagées des deux pays de renforcer les échanges commerciaux et la coopération dans divers domaines. Les relations historiques qui lient les deux pays sont appelées à être renforcées et développées davantage grâce à cette visite, ouvrant ainsi la voie à un partenariat prometteur et à une coopération arabe renforcée. Voilà donc pour cette visite du président de la République en Égypte. Tarek Hafed, on le disait, les relations algéro-égyptiennes ont d'abord été forgées par une profondeur historique commune, la guerre de libération nationale, le conflit israélo-arabe, ainsi que les positions de puissances régionales et d'interlocuteurs clés, on le disait, pour ces deux pays, l'Algérie et l'Égypte, avec les puissances occidentales notamment. Mais les deux pays ont aussi des agendas régionaux différents. Est-ce que la dynamique des relations, justement, entre Alger et le Caire a résisté au temps et aux petites querelles, j'ai envie de dire, qu'on a pu connaître par le passé ? Les petites querelles, on est quand même dans une région, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'Égypte, c'est aussi l'Afrique du Nord. Oui. C'est un pays qui est à cheval entre deux continents. Et il y a effectivement, quand il y a deux États importants dans la même région, il y a nécessairement des frictions, des intérêts qui ne sont pas... toujours concordants. Tout à fait. Et c'est le cas notamment, on le voit avec la question libyenne, où un État comme l'Algérie dit... Non, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence, il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence. Et les Libyens doivent prendre en charge leur propre destin. C'est ce que dit le président Assisi. Hein. C'est ce qu'a dit en tout cas le président Assisi c'est ce qu'il dit, hier, mais lors du point de oui, presse c'est ce qu'il dit conjoint. maintenant. Oui, c'est-à-dire que je relève ce qu'il évidemment, a, mais quand on voit voit tout ce
qu'a fait l'Égypte pendant ces dernières années en Libye à travers le principal partenaire qui est le maréchal Haftar. Voilà, la Libye est un élément d'ingérence dans le dossier libyen. Il est bon d'écouter, donc d'entendre le président égyptien dire que non, il faut laisser les Libyens prendre en charge leur destin, c'est très bien. Il y a aussi, si on peut parler aussi un peu d'économie, entre l'Algérie et l'Égypte, il ne faut pas oublier que l'Égypte a été un partenaire important pendant une vingtaine d'années à travers un groupe important et qui s'est montré totalement défaillant et qui a créé de très gros problèmes en Algérie, c'est le groupe Savolès. Donc ils ont bénéficié de très grande largesse dans 3 secteurs, donc téléphonie, ciment et engrais, où ils se sont montrés à la limite prédateurs. C'est pas l'État égyptien, bien sûr, mais ça reste quand même un groupe, peut-être le groupe le plus important en Égypte. Donc, je pense pas, comme disait Kamel tout à l'heure, que l'Égypte pourrait jouer un rôle important sur le plan économique en Algérie. Je pense pas, surtout que c'est un pays quand même qui est en grande difficulté économique. Contrairement au sultanat d'Oman, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. On va revenir sur les questions économiques, Don Khalif, par rapport à cette relation entre l'Égypte et l'Algérie. Est-ce qu'elle a résisté au temps? Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler, puisqu'on parle de 2 pays influents, membres fondateurs notamment de la Ligue arabe et de l'Union africaine, est-ce qu'on peut parler d'Axe, Alger, Le Caire? Ou est-ce que ce n'est pas encore tout à fait le cas? L'axe s'élargit, s'étendrait jusqu'à Riyad. Parce que les points forts de cet axe géostratégique, beaucoup plus en Vous le dites au conditionnel. Oui, c'est Riyad, Le Caire, Alger. Et donc là, c'est une première étape d'une zone où on a beaucoup d'intérêts communs dans la Libye. Dans la stabilité de la Libye dépend de la stabilité de l'Algérie et de la région. Ça, on le sait. Et qu'il faudrait qu'il y ait des élections dans ce pays sans ingérence d'aucun pays qui soutiendrait cette politique paisible. Donc le président, je pense, de la République a tenu de vive voix à éclaircir les choses et à mettre la feuille de route pour la prochaine Ligue arabe, sachant que l'Égypte a un rôle important par sa position géographique, sa proximité de la Turquie, de l'État sioniste, qui sont mitoyens. Et donc, sachant que l'Égypte est entre le marteau et l'enclume, et que son avenir dépendrait de la solidarité bilatérale ou multilatérale avec les pays arabes, je pense que l'Algérie a ouvert une porte pour assainir les dossiers en suspens, les dossiers d'accroche entre les 2 pays. On a vu qu'on a voulu diffamer les propos du président quand il a parlé de l'ouverture des frontières palestiniennes avec l'Égypte, et d'essayer de créer une tension. Donc le but d'une stratégie machiavélique sioniste, c'est de diviser ces liens entre pays arabes forts, entre cette société arabe solidaire unie par le sang, unie par la religion. Et donc l'Algérie prend les devants encore une fois pour essayer de devancer cette stratégie machiavélique et désamorcer plusieurs mines qui pourraient détériorer ces relations et être à l'avantage de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza en Palestine ou au Liban et qui va s'étendre, je pense, au Yémen. Et l'Algérie est certainement sur la liste. Donc le point de presse, si on devait prendre cette partie-là de la visite du président de la République en Égypte, rien que ce point de presse où on voit les 2 présidents dire il y a un accord presque parfait sur l'ensemble des dossiers qui ont été abordés, vous pensez que ça a fait grincer des dents des détenteurs de cette stratégie quand on parle de partenariats stratégiques, commerciaux et économiques, en offrant des opportunités de marché sur l'habitat, sur l'économie, sur l'énergie, sur les échanges commerciaux. Donc, d'une position, d'une réflexion smart de la part de l'État algérien, on renforce
les relations en premier lieu bilatérales et diplomatiques entre les deux pays, avec des intérêts communs fructifiés pour les deux pays, sachant qu'il y a une grande maîtrise par rapport que ce soit à l'industrie, multiples secteurs, ou en matière de construction en Égypte. Nous sommes un marché en pleine expansion, et donc toujours jumeler les deux, la diplomatie et l'économie, pour renforcer les liens. Alors, pour revenir à Gaza, sur ce qu'ont dit les deux présidents de la République, il y a une convergence de vues sur Gaza, sur les frontières, sur l'établissement d'un État palestinien sur les frontières de 1967. C'est une première que l'Égypte le dise aussi clairement, ou enfin depuis quelque temps, on va dire. D'abord, je voudrais juste dire ce qu'a dit Tariq tout à l'heure à propos de l'histoire de Sawiris. Donc, ça remonte à 24 ans. Donc, est-ce qu'on doit se méfier des Égyptiens pendant l'investissement? Est-ce qu'on doit se méfier des Égyptiens? Le dernier coup date d'il y a une année avec la vente de sorcières. C'est-à-dire qu'il faudrait voir la chose autrement, parce que l'Algérie est un investisseur en Égypte. Nous avons investi jusqu'à 13,4 millions, 13 millions de dollars. Donc, nous sommes en train de vendre de la Syrie. Donc, c'est ça un petit peu. Il ne faut pas regarder que les Égyptiens. Donc, certes, il y a eu énormément de problèmes, énormément de beurre dans une situation qui est différente aujourd'hui. Il faudrait que les échanges commerciaux atteignent 622 millions de dollars. La balance commerciale entre les deux pays, l'Algérie, elle en a pour 37 millions de dollars. Donc nous essayons aujourd'hui, comme le mandat est économique, nous essayons d'explorer des opportunités pour pouvoir justement augmenter ce volume. Donc il y a aujourd'hui des discussions sur ce chapitre-là et qui vont toucher d'abord les îles intelligentes, qui vont toucher aussi l'habitat, ils vont toucher aussi la Syrie. Et nous sommes en train d'essayer, de l'Algérie et l'Égypte, on est en train d'essayer à travers le Conseil des affaires d'aboutir à ce genre de négociations. Je ferme cette parenthèse pour revenir à votre question. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne faut jamais oublier l'Égypte et ce qu'on appelle la tyrannie de la géographie. C'est-à-dire, la tyrannie de la géographie, elle est palestinienne, elle est perçue du côté palestinien comme elle est perçue du côté égyptien. C'est le fait que Gaza est frontalière avec l'Égypte. Donc il faut rappeler que c'est un problème humanitaire qui s'est posé longuement pour les Égyptiens. Et en même temps, l'Égypte a eu un rôle qu'on peut apprécier d'une manière probablement négative, le fait que de ne pas ouvrir les passages, ne ce serait contre-productif. Ne pas faire assez d'efforts justement pour soutenir les Palestiniens, y compris surtout sur le plan humanitaire, même si les Israéliens ont bloqué le Rafah, mais c'est un État qui n'est pas, c'est pas une république bananière quand même. C'est un pays qui aurait pu aller au-delà du simple discours. Donc pour revenir aussi à l'histoire de la création de deux États et le fait que l'Algérie repose encore une fois la question, la résolution 338 et 181 qui exige d'abord le respect et le retour au partage, donc elle a une position, c'est-à-dire une Palestine sur la base des frontières d'avant 67, bien sûr, avec capitale orientale. Oui. Donc on est dans cette couleur. Et la deuxième résolution qui est défendue par l'Algérie, c'est celle du retour des réfugiés. Oui. Donc c'est un problème qui est dans la situation actuelle. Donc je pense que le plus important, ce n'est pas simplement ça reste un chef de chapitre, ça reste une revendication de tout le temps. Mais le plus important signalé par le président de la République, justement, c'est l'arrêt des hostilités, enfin l'arrêt des massacres, l'arrêt du génocide. Et le fait que l'aide humanitaire aboutissent. Donc c'est pour cela que, bien sûr, Sisi avait parlé qu'il a proposé une trêve de 2 jours avec échange des prisonniers, 4 prisonniers israéliens contre un certain nombre de prisonniers palestiniens. Et en même temps, il avait parlé des négociations qui se déroulent pendant 10 jours, qui ont commencé hier à Doha. Donc c'est une scène, paysage un peu complexe. La revendication algérienne reste la même, puisqu'il le dit, nous sommes toujours tenus par cette deux résolutions que j'ai citées, et pour aboutir à la naissance d'un État palestinien. Mais l'urgence, justement, d'abord, c'est les négociations pour la cessation du génocide, et pour qu'une solution soit palestinienne, parce que le véritable mot dans le discours de Tebboune ou dans son intervention, c'est que la solution doit être palestinienne, et que le territoire palestinien soit géré par les Palestiniens eux-mêmes,
et non pas par d'autres points. Et c'est là où il y a une divergence entre la vision algérienne et la vision égyptienne qui se rapproche de la vision américaine au plan de solution, parce que l'Égypte avait proposé qu'il y ait une force étrangère qui va gérer l'après, donc quand on arrive à la paix. Donc il y a une différence entre la position algérienne. L'Algérie voit une solution qui ne peut pas être compartimentée ou régulée ou réduite à la simple gestion de l'après cessez-le-feu, mais d'aller au-delà et d'aller vers une solution de 2 États, même si pour le moment la géographie le décline, mais ça reste toujours une revendication de la diplomatie algérienne. Il n'y a pas une convergence parfaite sur cette question-là qui reste complexe, et de toutes les manières, on sait que l'entité sioniste et les États-Unis n'ont pas l'intention, en tout cas, d'arrêter le génocide dans les prochaines semaines, ce que voudraient évidemment les négociateurs. Mais de manière générale, le président de la République a réaffirmé, donc vous le disiez Kamel, que la Palestine devra être gérée par les Palestiniens, avec peut-être même l'aide des voisins. L'Algérie propose aussi son aide dans ce sens. Et il y a donc le dossier libyen qui revient dans l'actualité. Tariq Hafid, on le dit, la Libye se porte mal en ce moment, très mal. Et donc là aussi, on n'a pas encore la garantie d'une position claire de l'Égypte sur ce dossier particulièrement. C'est un peu comme pour Gaza. C'est complexe. C'est très complexe parce que l'Égypte, c'est une conjonction de poids de l'histoire sur ce pays, des décisions qui ont été prises par le passé par des dirigeants, et c'est aussi des intérêts économiques, des intérêts liés à la position géographique de ce pays. Encore une fois, l'Algérie, de par sa doctrine, de par ses principes, est contre toute forme d'ingérence. L'Égypte est utilisée par certains États pour justement être dans une position d'ingérence, que ça soit en Libye et sous une autre forme aussi au Soudan. Donc la position, je pense que concrètement la position de l'Égypte n'est pas du tout facile, c'est-à-dire à tenir, c'est quand même assez compliqué. Et il faut bien comprendre que c'est un pays qui est où il y a le poids le poids politique de l'armée, c'est-à-dire il y a énormément de choses qui sont compliquées qui rentrent dans la façon de réagir de ce pays. C'est quand même assez complexe. Maintenant, est-ce que l'Égypte peut prendre la décision d'être neutre dans le cas de la Libye? Est-ce que ce ne serait pas aussi dans l'intérêt de l'Égypte aujourd'hui, presque... Vu la situation, oui, bien sûr, autant se débarrasser, j'allais dire, d'avoir une position... Non, je suis d'accord, elle ne peut pas être neutre, l'Égypte, parce que les parties prenantes du conflit... Quand on dit neutre, Kamel Messaleh, c'est pas d'ingérence. L'Algérie est neutre. L'Algérie est neutre. L'Algérie n'a aucun intérêt, mais l'Égypte, justement, elle a... Vous rappelez-vous du discours de Sisi, où il a dit l'armée nationale libyenne, c'est une ligne rouge, c'est une question de sécurité nationale égyptienne. C'est quelque chose qui a été annoncé par lui. Il a dit nous soutenons cette armée. Il n'a pas dit nous soutenons les Libyens, mais nous soutenons cette armée. C'est vrai que ça lui pose un problème sécuritaire, puisque la partie est du pays est frontalière avec l'Égypte. C'est la même chose pour l'Algérie. Nous avons des frontières communes avec la Libye. Mais il fait partie. Nous n'avons pas tous les analystes fait d'ingérence pour autant. On ne va pas se mentir. Il fait partie d'un axe. L'Égypte fait partie d'un axe Émirats, Russie et bien sûr l'Arabie Saoudite, qui ont pris corps et âme pour le camp de Haftar. D'ailleurs, il y a eu la guerre qui a été arrêtée. Il faut rappeler aussi la position algérienne sur cette question. Nous avons soutenu un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, le GNU. Donc c'est pour ça que l'Égypte n'est pas du tout neutre. Ne peut pas être neutre. En plus qu'il faut revenir à... Quand on parle de neutralité... Par contre... Attendez, Kamel Messaleh, il faut expliquer. Qu'est-ce que la neutralité? C'est-à-dire pas d'ingérence. Ça ne veut pas dire indifférence. Ne
pas. Non. Neutralité, c'est-à-dire pour le cas libyen, nous ne sommes pas partie prenante, contrairement aux Égyptiens. On avait accusé l'Égypte d'avoir ramené des Janjaouides. Ouais. Ça, c'est pas un mensonge. Donc, Wagner sont partis par l'Égypte. Donc, il y a eu, l'Égypte a facilité pas mal de choses. Maintenant, est-ce qu'elle est revenue à de meilleures raisons? On ne le sait pas sur le terrain. Selon les déclarations de non, parce que les Égyptiens, il faut rappeler une chose. En 2023, ils ont justement accueilli une réunion entre les factions libyennes, justement avec 11 points, donc il fallait pour justement arriver à aboutir à ce qu'il y ait des élections. Ils participent quand même activement, oui. Mais le problème n'est pas simplement égyptien, il faut le rappeler, il dépasse l'Égypte. Oui. En plus de ça, l'Égypte a fait partie des pays du voisinage et la commission des quatre, l'Algérie, le Niger, le Tchad et l'Égypte, les quatre qui devaient justement favoriser une avancée dans le dossier libyen. Donc c'est en même temps, comme Tarek l'a dit, elle est complexe parce qu'elle joue d'abord sur ses convictions idéologiques. Sur ses convictions idéologiques parce qu'il y a une confrontation, il y a des désaccords énormes entre l'Égypte et la Turquie. On a vu ce qui s'est produit, notamment dans l'exploitation du gaz. C'est arrivé à une tension très très forte entre les deux pays. Déjà, les Turcs soutiennent le gouvernement de Tripoli, tandis que le Caire soutient le gouvernement, le parlement de la Haftar. Donc, la partie est dirigée par l'ANL. Donc, c'est un petit peu complexe, mais convaincre l'Égypte de jouer un rôle. Oui. C'est dans un cadre concerté qui est celui soit la Ligue arabe, sinon sous l'égide des Nations Unies. Mais ce serait peut-être un début de quelque chose, un processus justement de ralliement de l'Égypte. Ce n'est pas un problème algérien. L'Algérie et l'Égypte ne peuvent pas régler eux-mêmes ce problème. Non, évidemment, mais participer, œuvrer à régler la crise. C'est normal, mais il y a des mécanismes qui ont été déjà mis en place. Oui. Vous vouliez réagir sur cette question précise. Parlons de neutralité par rapport à l'Égypte, il faudrait d'abord qu'on ait en main le pouvoir de décision. Ce pouvoir de décision, qu'il soit politique ou diplomatique, dépend de la souveraineté nationale, qui elle-même dépend de la souveraineté économique. Tout à fait. Quand on sait que l'Égypte est sous la dette, qu'elle a des subventions énormes de la part des Américains, qu'elle a des relations... oui, l'Arabie Saoudite, la Turquie, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est entre le marteau et l'enclume. Son ancrage est arabe, ses intérêts sont autres. Oui. C'est l'avantage de l'Algérie aujourd'hui, quand elle se met sur la scène internationale diplomatique et qu'elle est affirmative sur ses positions. Parce qu'on a une souveraineté nationale on n'a pas de dette. Pas de dette, ça aide à avoir des positions diplomatiques fortes. Et c'est pour ça que le deuxième mandat est économique. Et à partir de 2022, la stratégie était la relance économique. Oui. Cette souveraineté économique qui dépend de la sécurité hydrique, alimentaire, industrielle et autres. Et donc, sur ce processus, l'Algérie, en finalité, a le volet social, le volet développement local, économique, mais la souveraineté et le pouvoir de décision et de maintenir ses positions sur la scène diplomatique mondiale, telle qu'elle soit. Ce que l'Égypte ne possède pas. Elle aimerait bien intégrer ce canal. Et c'est ce qui pousse plusieurs pays arabes à avoir un double langage. C'est ce qui a atténué la position arabe et cette consolidation arabe à la cause palestinienne sur lequel l'État sioniste joue. Tout à fait. Vous avez parlé, Kamel Mzalid, des Janjaouides, justement. La situation au Soudan a été abordée, elle est extrêmement inquiétante. On ne sait même pas clairement ce qui se passe. On parle d'assassinats et de meurtres de masse. Il y aurait des suicides aussi parmi les femmes soudanaises pour ne pas subir les violences sexuelles et les assauts. Les viols, oui. Les viols, exactement. Donc aujourd'hui, tout de même, la situation au Soudan est assez occultée par les médias mainstream. Aujourd'hui, il faut la remettre au cœur de l'agenda régional, notamment par l'Algérie et l'Égypte. Surtout que l'Algérie est déjà un pays médiateur à travers M. Lamamra, donc il a le dossier en main.
et qu'en même temps, les combats font en sorte à ce que toute solution politique s'éloigne. Donc les deux parties, on a l'impression que surtout du côté du pouvoir en place, c'est-à-dire l'armée officielle, est en train de gagner du terrain par rapport aux forces de soutien rapide. Donc c'est un petit peu, il y a justement cette option de régler le problème de manière militaire. Il faut aussi parler, il faut être aussi... On est presque dans le même cas de figure que la Libye, les ingérences étrangères. Ouais. On sait que les Émiratis soutiennent, donc ils sont en train de subir un revers très important sur le plan militaire. On avait la reprise de plusieurs villes, notamment dans la région de Darfour. Parce que, pourquoi Darfour, c'est une richesse, c'est une ville très jeune. Ils sont arrivés, ils ont perdu Bahar al-Ghazal. Donc, dans la capitale, ce qu'on appelle le grand Khartoum n'est plus sous contrôle, enfin, le gouvernement a repris le contrôle. Et donc, ils ont été chassés de la capitale, à part quelques poches de résistance. Donc, apparemment, à l'évidence, quand on entend les déclarations de Borhan, on comprend que la solution, elle sera sur le plan militaire. Donc c'est vrai que pour le moment, il a reçu énormément d'émissaires arabes au Soudan pour discuter, que ce soit de l'ONU, que ce soit M. Lamamra. Il a fait 3 jours une visite de 3 jours récemment. Et puis il y a eu des discussions qui se déroulent, mais à l'évidence, l'aspect militaire prédomine. Mais en même temps, la question humanitaire se pose. Et c'est là où, justement, on ne trouve pas assez d'intérêt. On a l'impression que la question palestinienne a pris le dessus, elle a vraiment fait de l'ombre. Ne draine pas l'intérêt international. Non, elle fait de l'ombre à toutes les autres crises qui secouent la région, que ce soit au Soudan, ou bien entre l'Érythrée, entre l'Éthiopie et l'Égypte, entre ce qui se passe dans le Somaliland. Donc on est face vraiment, parce que la priorité des priorités, il faut comprendre qu'il y a le génocide qui se produit, qui est dénoncé partout dans le monde. Contrairement à une guerre civile, c'est pas parce que ce n'est pas une guerre de occupation, mais une guerre civile. Donc entre deux factions qui veulent contrôler le pays par la force. Puis c'est vrai que le Burhan est jusqu'à présent reconnu, contrairement à Hamidati, mais en même temps, cette question palestinienne, elle prédomine. Donc l'Algérie, qu'est-ce qu'elle préconise? Elle préconise une solution qui soit dans un cadre arabe et africain. Parce que toujours est-il que tout conflit qui se déroule en Afrique, que ce soit dans des pays arabes, notamment en Afrique, est pris en charge par la Commission de l'Union africaine. Donc, pour le moment, la dernière mission de M. Lamamra, elle a ramené elle a pris en charge le rapport qui va être présenté devant la Commission, et c'est là où probablement on aura une solution politique qui va être préconisée. Mais pour le moment, la situation reste vraiment au stade des affrontements, et bien évidemment parce que chaque camp veut justement régler ses positions et ne veut pas aller à la solution politique. C'est-à-dire c'est la solution sécuritaire qui prédomine, malheureusement. On va passer, on va parler aussi de cette visite du président de la République à Oman. Oman, on le disait, est un État très discret, notamment dans les médiations qu'il mène auprès de ses voisins, lorsqu'il y a des crises diplomatiques et institutionnelles ou autres. Pourquoi, à votre avis, le président de la République a choisi cette deuxième destination dans laquelle, à Oman, le président de la République a d'ailleurs rencontré une partie, certains membres de la diaspora algérienne. C'est d'ailleurs une tradition pour Abdelmadjid Tebboune de le faire à chacune de ses sorties à l'étranger. Donc il y a un point d'ancrage politique, diplomatique avec ce pays, un point d'ancrage aussi avec, on le voit à l'image, les membres de la diaspora algérienne. Qu'est-ce que représente Oman aujourd'hui pour l'Algérie? Oman est un pays quand même très lointain, c'est on va dire à l'opposé quasiment quand on voit la carte de la Ligue arabe, c'est l'opposé, mais il reste quand même, il y a quand même des éléments et des relations très fortes, notamment à travers la communauté ibadite. C'est un élément un ancrage entre les deux pays qui est quand même assez important.
L'Algérie, à un certain moment, a même envoyé des magistrats qui ont été détachés au sultanat d'Oman. Certains aspects économiques aussi ont été pris en charge par les Algériens, notamment dans le domaine du forage pétrolier. Oui. La compagnie aérienne Omanair a été quasiment lancée par des pilotes et des équipages algériens. C'est-à-dire qu'il y a quand même des relations qui sont quand même assez fortes. En contrepartie ici, voilà, là par exemple, nous avons le cas d'un pays qui est économiquement quand même assez à l'aise, on va dire, qui peut jouer un rôle en Algérie, qui a déjà joué un rôle en Algérie. Un des plus importants investissements, une des plus importantes IDE en Algérie, c'est donc le groupe Bahoun, à travers donc l'Angrave, à travers l'Uré, à travers AOA. Ils sont présents actuellement dans l'agroalimentaire. Oui. L'agriculture aussi. L'agriculture et aussi et l'automobile, puisque une des marques, ils ont un groupe omanais a la licence pour toute la région, une marque très importante sud-coréenne. Hyundai. Entre autres, pas faire de pub. Et en fait, il y a énormément de choses à faire, je pense, avec... on ne fait pas de pub. On parle de Fiat, d'usine de Fiat en Algérie, comme Donc, il y a énormément... C'est un pays avec qui on peut faire beaucoup de choses. Je pense qu'il y a 3 pays dans le Golfe avec qui on peut faire... C'est-à-dire avec qui on peut vraiment très bien s'entendre et économiquement, vous voulez dire? Pas uniquement, politiquement, économiquement, et peser même au sein du CCG. Oui. Le Qatar, Oman. Le Qatar, c'est déjà le cas. Oui, Oman et le Koweït. Ce sont 3 pays quand même qui sont importants, avec qui l'Algérie devrait, c'est-à-dire gagnerait à développer. Tout à fait. Par exemple, il n'y a pas de liaison aérienne entre Mascate et Alger. Oui. Il faudrait vraiment penser à le faire. Les liaisons maritimes. Les Omanais sont demandeurs de produits, notamment de produits agricoles algériens, que l'on pourrait, et pas uniquement agricoles. Hein. Je pense dans le domaine, par exemple, de l'électricité. L'Algérie développe dans le domaine de l'électricité des produits électriques. Ça va de la plus simple petite ampoule au câble le plus développé. Il y a la pétrochimie aussi. Hein, la pétrochimie, il y a énormément de choses à faire avec un pays comme Oman, qui est... Alors, Oman, ce qui est intéressant, c'est que c'est en même temps le Moyen-Orient, c'est aussi l'Afrique, qui est à proximité. Et c'est aussi l'Inde. C'est-à-dire que ça ouvre des possibilités qui sont très importantes. Et c'est aussi une ouverture pour l'Afrique, pour Oman, à travers l'Algérie. À travers l'Algérie. Oui. À travers l'Algérie. Et aussi, c'est un pays qui a d'excellentes relations avec l'Iran. Oui. Qui est aussi présent d'une certaine façon aussi au Yémen. Bien sûr, c'est le CCG. C'est-à-dire que c'est vraiment un pays pivot et qui offre des opportunités qui sont très intéressantes. Et donc, ça explique aujourd'hui cette visite. Je pense le choix. Le choix s'est posé un peu naturellement. Il s'explique. Sur Mascate. Il y aurait 14 domaines de coopération, 14 domaines de coopération économique entre les 2 pays. Vous nous direz si c'est assez ou est-ce qu'il faut davantage les développer ces 14 domaines ou aller vers explorer d'autres domaines de coopération. Il y a 2 volets dans cette visite qui est stratégique. Il y a le volet économique et le volet diplomatique, on va dire. Comme l'a dit M. Tariq, c'est un pivot géostratégique, géopolitique dans la région, silencieux bien sûr, on le lui reconnaît. Discret. Et donc l'Algérie, dans une stratégie qu'elle a annoncée d'ailleurs au cours de la dernière réunion, comme on l'a cité, de la Ligue arabe, 1er novembre 2022, de réformer cette Ligue arabe qui est un petit peu gérée par interpolation, par des lobbies politiques, géopolitiques, qui sont connus. Et donc, voir l'Égypte, voir Oman, renforcer les relations avec le Bahreïn, et donc pour réaménager un peu cette Ligue, l'Algérie a une stratégie qu'elle est en train de mettre en œuvre, mais en mettant en équilibre des intérêts politiques et des intérêts économiques. On revient vers cette relation établie avec
Oman en 1973. Et le premier comité mixte a été créé en 1991. Et donc, on revient à booster cette niche d'investissement, cette niche d'échanges commerciaux, d'échanges de technologies et d'opportunités d'investissement pour l'Algérie et le tissu opérateur économique hors frontières. Sachant qu'il y a un projet sur la table entre les deux chefs d'État de mettre une ligne maritime. Ce explique la portée et la projection dans les deux sens. On a l'agriculture saharienne, ils interviennent dans plusieurs domaines. Dans l'énergie, les échanges sont dans les deux sens. La coopération, elle est là. Donc la volonté politique est là. Économique, elle est prospère. Mais s'il n'y a pas d'ingérence, comme je l'ai dit, de lobby politique, économique, autres, qui verraient leur intérêt, tel qu'il soit surtout économique, je dirais muhaddadin. Donc là, l'Algérie part avec des risques, je dirais des risques calculés au préalable, vers des horizons portés 2030-2035 pour renforcer ce qui a été dit dans la dernière réunion de la Ligue arabe, les échanges économiques inter-arabes. Ceci pour protéger en autosuffisance ou en sécurité alimentaire ou hydrique ou énergétique ou autre, la société arabe en premier lieu. Sécuriser une forme de souveraineté arabe, c'est ce que vous voulez dire? Parce que l'Algérie a une certaine vision de ce qui va se passer comme conflit, surtout en matière d'énergie en premier lieu, et de partage de ces pays arabes ou africains possédant des ressources naturelles, et en même temps, il y a un éveil d'une élite, qu'elle soit africaine ou arabe, qui pourrait présenter une menace pour ses intérêts, qu'ils soient américains, européens ou autres. Et donc, avec les relations qu'a établi l'Arabie Saoudite avec le bloc Asie, la création du BRICS, l'équation se complique. La création, l'élargissement. Oui, l'élargissement. Et donc, avec ce conflit palestinien qui a des portées en premier lieu économiques, même le conflit qui veut être créé entre la Chine et Taïwan, il est technologique. Il concerne les microcalculateurs. Et donc, tout ça a été analysé, distillé, et a fait l'objet d'une stratégie de la part de l'État algérien pour renforcer ces liens sociétals, politiques et économiques entre les pays arabes et les pays africains. D'ailleurs, je commencerai par là où vous avez terminé à propos de la Chine et Taïwan. Donc la Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de la grande mer, de la grande patrie. Ce n'est pas un conflit technologique, mais c'est un conflit de souveraineté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des manœuvres menées par la Chine, justement en mer de Chine, et autour de Taïwan, justement, pour réaffirmer ce message anti-indépendance, parce qu'il y a toujours des velléités indépendantistes au sein de Taïwan. Et pour revenir sur la crise énergétique, donc nous sommes dans un monde qui est sable mouvant. Donc, c'est probablement, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, on ne peut pas avoir une véritable vision de ce qui, ou une certitude de ce qui va se passer sur le marché énergétique dans le monde. C'est fluctuant, et en plus de ça, c'est les gros investisseurs. Les gros investisseurs décident, ils ont droit de citer dans tout ce qui se produit dans le marché énergétique. Donc c'est vraiment très difficile de prévoir. Par contre, c'est pour cette raison que l'Algérie est en train de chercher des opportunités hors hydrocarbures. On va maintenant, avec les Omanais, créer un conseil. Ils ont créé, l'Algérie et le Oman, ils ont créé un conseil justement des affaires pour explorer les opportunités d'investissement des parts et d'autres. Parce que si on parle d'investissement, l'Algérie investit un équivalent de 17,55 millions de dollars en Oman. Par contre, ce qu'on emporte
Ce qu'on importe d'Oman arrive à 98 millions de dollars. C'est un petit peu, très peu par rapport aux potentialités de deux pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'explorer dans différents domaines, plus que 14. On essaye de trouver, parce que la question du lait en Algérie est très importante. C'est pour ce qu'avec l'Oman, on essaye d'arriver à produire de la poudre de lait et surtout arriver aussi à avoir une coopération dans le domaine de l'habitat, dans le domaine des engrais, dans le domaine de l'industrie automobile. Donc tous ces chapitres et toutes ces opportunités concernent un volet hors hydrocarbures. C'est ça le volume qu'on veut augmenter. Et en plus, comme je l'ai dit au début de l'émission, trouver des partenaires nouveaux, trouver des opportunités d'investissement et de commerce et d'échange nous libère du joug européen. Donc parce que nous allons négocier avec justement, on pourrait négocier en meilleur... oui, c'est-à-dire plus vous diversifiez, plus vous êtes moins sous l'emprise de ceux qui vous essayent de vous vendre ou de vous imposer notamment les matières premières. Donc c'est pour ça que l'Algérie a toujours réclamé un taux d'intégration pour se libérer de cette emprise on nous donne tout et on ne gagne rien en retour. Merci beaucoup, Kamel Mansaleh. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien Le Journal Indépendant et consultant le Canal Algérie pour les questions internationales. Merci également à vous, Tariq Hafid, journaliste spécialiste des questions internationales, et Adwan Khalif également, politologue. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.